Maurice, vous avez deux expériences cumulées, celle de la Côte d'Ivoire, votre pays, et celle du Niger. Pour la mise en place du processus, la première des choses, il faut que l'État s'approprie lui-même le guichet unique automobile. C'est que nous rentrons dans ce cadre-là, dans une réforme fondamentale. Pensez-vous qu'il est opportun d'importer ce projet ici en RDC? Nous avons eu plusieurs rencontres. Les problèmes qui sont soulevés, les difficultés qu'ils rencontrent, tout ceci n'a qu'une seule solution, le guichet unique automobile. On ne peut pas faire la réforme seulement à partir des plaques, mais il fallait faire une réforme profonde. La sécurisation des recettes est très importante. On peut collecter des recettes et elles peuvent s'évader. La plupart des pays l'ont fait. Souvent, on a l'impression que pour régler un problème, le problème de la circulation automobile, il fallait passer par la plaque d'immatriculation. Mais la plaque, c'est la fin. Oui, effectivement, nous n'avons pas parlé de ces retombées, mais il faut dire que c'est un projet innovateur, c'est un projet qui va susciter l'emploi des jeunes. Monsieur Ndri Kwaku, bonjour. Bonjour. D'abord, nous sommes contents de vous avoir sur notre plateau pour qu'on débatte sur cette question majeure, la réforme sur les guichets uniques automobiles modernes. En tout cas, c'est une opportunité que nous avons de vous avoir dans notre plateau. Vous êtes ingénieur en pont et chaussée, vous avez un diplôme d'études approfondies en génie mécanique appliqué à la construction à l'École nationale de pont et chaussée de Paris. Vous avez 43 ans d'expérience, dont 21 ans à la fonction publique, 22 ans dans le secteur privé, expert consultant international, expert en pilotage des projets, expert en réglementation de transport, concepteur des guichets uniques automobiles, expert en plateforme logistique et systèmes organisationnels, spécialiste de routes et chaussées et des géotechniciens routières. Vous avez dirigé la mise en place du guichet unique automobile d'Abidjan en tant que fonctionnaire représentant de l'État de la Côte d'Ivoire au sein du comité interministériel de mise en place. Coopté comme directeur général de la société privée concessionnaire du guichet unique d'Abidjan, vous avez initié les études et la réalisation du guichet unique automobile au Niger en tant que directeur de projet. D'abord, une question de curiosité, cela n'est pas très accablant? Non, lorsque vous êtes habitué surtout à faire votre travail et que vous aimez votre travail, en général, vous vous y trouvez. Mais il faut dire que tout travail aboutit quand même à des fatigues. Et parfois, on en ressent des éléments. 21 ans dans la fonction publique, 22 ans dans le secteur privé. Je veux m'intéresser un peu dans le secteur privé. Vous avez travaillé pour votre propre compte ou vous avez travaillé quelque part? Je n'ai pas travaillé pour mon propre compte dans le privé, mais j'ai travaillé pour des personnes dans le privé. Et cela est important. Et cela a été un concours de circonstances où je suis passé effectivement de fonctionnaire au secteur privé. Je ne l'avais pas décidé moi-même, mais c'est la situation qui l'a demandé. Et je crois que ça m'a fait du bien parce que, en fait, moi-même, dans l'essence de ma vision des choses, tout travail doit être rentable, doit avoir un gain, doit être profitable. Et je n'aime pas souvent rester dans la routine. J'aime toujours faire le bilan de ma journée. Et dans la fonction publique, où on a des tâches répétitives, souvent, je restais très tard pour apporter ma touche personnelle. Et je pense que c'est ça qui m'a amené, sans aucun doute, dans le privé. Parce que dans le privé, c'était une continuité dans le même service, qui était justement le guichet unique automobile dont nous avons parlé. Tout à l'heure, vous avez parlé de la réforme du guichet unique automobile. Non, on parle pas. Nous n'allons pas parler de la réforme du guichet unique automobile. Nous allons parler de la réforme de transport, de la réglementation en transport à travers le guichet unique automobile. Le guichet unique automobile est un outil qui va donc révolutionner l'organisation des différentes formalités administratives et techniques qui ont cours dans la filière de transport. Monsieur Ndri Kwaku, vous parlez du guichet unique automobile. Allons dans le vif du sujet. Alors, quels défis objectifs qui ont prévalu à la mise en place du guichet unique automobile dans votre pays, la Côte d'Ivoire et au Niger, dont vous avez été chef de projet? Oui, vous avez bien fait de me demander parce que, vous savez, le guichet unique automobile, c'est un outil qui s'est imposé par la force des choses. Et ce n'est pas une structure conventionnelle classique.
c'est les circonstances de la libéralisation de l'importation des véhicules automobiles en Côte d'Ivoire depuis 1996, où l'État a pris des décrets pour permettre à beaucoup de personnes d'avoir accès à des moyens de locomotion. Donc disons que le secteur était d'abord entre les mains de l'État. L'État a pris la décision, le premier défi était d'abord de le libéraliser. Effectivement, l'importation des véhicules a amené les opérateurs économiques à faire une importation dans un cadre qui n'était pas réglementé. Donc l'anarchie était instaurée et il y avait beaucoup de fraudes. Et ces fraudes étaient donc source de corruption, parce que vous savez, lorsque un cadre qui devait être réglementaire n'est pas organisé, tout y passe. Et donc pour le gouvernement ivoirien, il fallait qu'il réglemente le secteur face à cette libéralisation. Et des défis majeurs se sont présentés face à cette libéralisation. Le premier défi qu'il fallait relever, c'était pouvoir collecter de façon correcte les recettes et les taxes fiscales qui étaient générées par cette importation. Mais comme ce n'était pas organisé, c'était difficile. Deuxième chose qu'il fallait aussi relever comme défi, c'était la maîtrise de tous les services qui intervenaient dans l'importation. C'était éparpillé un peu partout dans différents endroits pour faire une formalité d'importation, dédouanement et d'immatriculation. Donc, ceci amenait les gens à encore créer les sources de fraude. Parce que lorsqu'on a délivré un papier ailleurs, la personne pouvait passer par d'autres endroits pour le falsifier, pour faire autre chose. Donc il y avait donc un défi dans cette organisation des différents services qui participent ou concourent à l'importation ou au dédouanement, l'immatriculation des véhicules. Troisième défi majeur qu'il faut relever, c'est que il y a la sécurité au point de vue de l'identification et du véhicule, des éléments mécaniques du véhicule. Il fallait les sécuriser. Parce que lorsqu'on a importé les véhicules, tous ces véhicules d'occasion, ces véhicules-là devaient être, pour être mis en circulation sur la voie publique, il fallait s'assurer qu'ils avaient de la bonne mécanique. Donc, l'un des éléments essentiels que l'État devait mettre en place, c'est comment faire pour rassurer que ces véhicules soient en bon état mécanique. Ensuite, l'autre défi que l'État devait relever, c'était l'uniformisation des informations recueillies sur les véhicules. Comprenez que le véhicule constituait une base de taxation, donc une base d'assiette fiscale pour l'État. À travers les recettes de la douane, à travers les recettes de la Direction générale des impôts, qui collectent ce qu'on appelle les vignettes, qui sont payées par les véhicules, à travers ce qu'on appelle les papiers timbrés, qui sont donc des taxes que l'État prélève pour constituer, mobiliser des recettes pour son budget. Or, avec ce que nous étions en train de dire, qu'il y avait l'anarchie, avec les services qui étaient éparpillés partout, donc les informations qui aboutissaient ou bien qui venaient de la douane n'étaient pas les mêmes que celles qui allaient à la DGI, n'étaient pas les mêmes qui allaient au ministère qui faisait donc l'immatriculation, de telle sorte que nous n'avions pas une maîtrise des statistiques des véhicules. Donc c'est un défi majeur pour l'État de pouvoir avoir la maîtrise du volume des véhicules importés. L'autre défi,
c'est organiser de façon professionnelle tous les acteurs pour permettre une meilleure opérationnalité des différentes formalités administratives et techniques afin donc d'atteindre des objectifs que nous allons voir plus loin. C'est pour cela, en Conseil de ministres, face à l'anarchie et donc aux défis qui étaient face à l'État, l'État a décidé d'organiser l'importation, le dédouanement, l'immatriculation des véhicules et la fabrication des plaques, jusqu'à la pose de ces plaques sur les véhicules, sous la forme d'une chaîne particulière, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé un guichet unique automobile. De sorte que, pour le gouvernement, un certain nombre d'objectifs pourraient être atteints parce que, en les mettant ensemble, on aura la maîtrise non seulement des volumes, point de vue donc des défis qui se font face à l'administration publique. Deuxième chose, c'est que face à l'autre défi qui est d'avoir la maîtrise de la collecte intégrale des taxes, le gouvernement pense qu'en faisant donc ce regroupement sur une même plateforme, ces défis-là à être relevés dans le cadre d'un certain nombre d'objectifs. Mais quand on dit simplement organiser l'importation des véhicules, l'importation, le dédouanement, l'immatriculation, la fabrication et la pose effective des plaques sur les véhicules, ça suppose plusieurs activités qu'il fallait définir dans un concept de circuit opérationnel pour permettre à ce qu'on puisse aboutir aux objectifs attendus par l'État. Votre serviteur a été chargé de traduire cette décision du gouvernement en acte de procédure administrative, procédure technique, pour permettre à ce que les différents services qui allaient intervenir puissent acter dans un cadre de concertation et d'harmonisation pour que toutes ces activités s'exercent comme un seul. Et il y avait donc un slogan au moment où on organisait les différentes procédures administratives et techniques. On avait un slogan qui disait « tout en un ». Mais quels sont ces objectifs que l'État attendait? Vous convenez avec moi que le premier objectif pour l'État, c'était la mobilisation des recettes. Parce que, vous savez, c'est le premier objectif qu'on poursuit. C'est l'argent, c'est le nerf. Donc, premier objectif poursuivi par l'État, la mobilisation des recettes des douanes. Il fallait qu'il y ait une collecte intégrale des recettes. Il fallait maximiser la collecte des recettes des vignettes. Il fallait maximiser les recettes générées par les thèmes fiscaux. Et aussi, toutes les autres taxes, TVA, tout ce qui était affilié à l'automobile, à l'exercice de l'activité sur l'automobile. Donc, c'était le premier objectif qui était poursuivi. Deuxième objectif qui était poursuivi, il fallait annihiler les tracasseries administratives. Parce que lorsque les services qui traitaient du véhicule étaient dispersés et qu'il n'y avait pas un contrôle par un organisme sur ces services, eh bien, les usagers souffraient
souffraient énormément de tracasseries, ce qu'on appelle les tracasseries administratives, avec des faux frais, et c'est de là naît la corruption, parce que pour obtenir vite ton document, il faut mettre de l'argent sous la table. Donc il fallait annihiler les tracasseries administratives et en même temps, au point de vue donc de la conséquence directe, réduire la corruption. L'autre objectif poursuivi, vous avez parlé de l'anarchie. L'État, à travers donc le guichet unique automobile, voulait aussi organiser, rendre professionnels tous les acteurs. Ça, c'est important. Il faut que les acteurs puissent faire leur métier selon les règles de l'art et éviter que des personnes qui n'ont rien à voir, par manque peut-être d'emploi ailleurs, puissent s'insérer et créer un certain nombre de désordres qui fait que parfois on a l'impression que le service ne fonctionne pas bien. Il s'agit principalement du secteur des importateurs des véhicules d'occasion, du secteur des transitaires qui sont chargés de procéder aux formalités d'importation et de dédouanement des véhicules. Souvent, il y a beaucoup d'intermédiaires qui n'avaient pas la qualité, la compétence, qui viennent y exercer ces fonctions avec les risques que l'on sait. Et ensuite, il fallait aussi sécuriser les recettes, même si on maximise la collecte, mais il faut le sécuriser. La sécurisation des recettes est très importante. On peut collecter des recettes et elles peuvent s'évader. Et donc, dans le cadre du guichet unique automobile, le système qui a été mis en place non seulement permet de collecter de façon intégrale ces recettes, mais permet aussi de sécuriser ces recettes. Et l'État aussi, avec les différents acteurs de la filière, ont bénéficié du guichet unique automobile dans le cadre de la transparence et de la traçabilité de toutes les données. Parce que vous savez, la base fiscale, par exemple, de la vignette, il faut savoir combien de véhicules on a importés. Il faut savoir quelles sont les puissances de ces véhicules. Mais avant, c'était difficile. Mais grâce au guichet unique automobile, ça a permis d'avoir des informations fiables et des informations qui peuvent être retracées à tout moment. Donc, cet objectif-là aussi était poursuivi par l'État. Ensuite, il y a la sécurisation des véhicules par le contrôle mécanique des véhicules avant l'immatriculation pour la sécurisation. Donc, ça aussi, c'était un objectif qui était poursuivi. Il faut dire que de tous ces objectifs, dans le cadre du guichet d'Abidjan, tout n'a pas été atteint à 100%, certes, parce qu'il y a une amélioration au fur et à mesure. Vous savez, le guichet unique automobile est un instrument qui est dynamique, qui évolue en fonction donc de l'environnement économique, l'environnement social, même j'allais dire politique, parce que les textes réglementaires qui sont pris par le gouvernement et l'administration permettent de mettre en place de nouveaux circuits de traitement qu'il faut sécuriser pour que les objectifs que nous venons de citer puissent être atteints. Donc, même si ce n'est pas atteint 100%, mais à la satisfaction des autorités, les recettes des douanes ont été multipliées par 2, parfois même par 3. Les recettes sur les timbres fiscaux, ces recettes-là ont été sécurisées, puisque les timbres ont été dématérialisés, puisque la vignette a été dématérialisée grâce au guichet unique automobile. Ensuite, au point de vue de la sécurisation, de la sécurité des véhicules dans le trafic, grâce au contrôle technique avant immatriculation,
au guichet unique automobile, l'État a permis de sécuriser ces véhicules-là à travers les visites techniques obligatoires qui sont imposées, et aucun véhicule, ce qui est important, aucun véhicule ne peut y échapper. Ensuite, il faut retenir que l'État a pu mettre ensemble, c'était pratiquement l'un des grands défis, parce qu'au moment où on mettait en place le guichet unique automobile, on disait que la douane, les services de douane n'allaient pas se déplacer pour se mettre à côté des agents du ministère de l'immatriculation des transports, que les agents qui faisaient les plaques n'allaient pas se mettre à côté des agents qui faisaient la visite technique, que les agents du ministère du Commerce qui faisaient donc le contrôle n'allaient pas aller. Mais il y a eu ce grand défi-là a été relevé. L'État, à travers l'organisation que nous avons mise en place, à travers les procédures que nous avons initiées, et surtout la construction des différentes infrastructures sur le même espace, a permis d'agencer tous ces services côte à côte, de sorte que des différentes formalités administratives et techniques se passaient de façon intégrée à la satisfaction totale de l'usager qui n'a plus à faire des va-et-vient. Donc, c'est un des défis majeurs qui a été aussi relevé. Monsieur Marius, à part l'expérience de la Côte d'Ivoire, vous avez aussi participé à la mise sur pied du guichet unique automobile en République du Niger. Parlez-nous aussi de cette expérience que vous avez pilotée. Donc au Niger, on avait les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes objectifs. Cependant, il faut noter que le Niger, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Niger, c'est 1 700 000 km². Cette frontière sont des frontières continentales qui ne débouchent pas sur la mer pour avoir un port comme en Côte d'Ivoire. De ce point de vue-là, la situation était un peu compliquée, on peut se le dire. C'était plus compliqué à gérer parce que lorsqu'on fait la comparaison des deux pays, du point de vue de leur configuration géographique, la Côte d'Ivoire a un port, donc l'importation, toutes les importations viennent par le port, donc la maîtrise des volumes de véhicules importés était facile à réaliser, cette maîtrise. Mais lorsque vous prenez le Niger, qui est un pays du Sahel, qui n'a pas d'ouverture, qui est enclavé, et qui encore cette frontière, donc les possibilités d'entrée et de sortie étaient nombreuses avec ces 7 pays qui l'entourent. Donc de nombreux autres défis se sont révélés, sont apparus par rapport à cette position géographique du pays qu'est le Niger. Mais il faut dire que le guichet unique automobile est un outil qui est dynamique, qui prend en compte la réalité des lieux. Et donc, pour se faire face à ce nouveau défi, il y a aussi un certain nombre de réactions et d'actions qu'il fallait apporter. L'un des premiers défis, c'était donc maîtriser l'entrée des véhicules à partir de toutes les frontières. Donc, face à l'étendue du territoire nigérien et face à ces nombreuses frontières, ces pays, il y avait donc l'un des défis majeurs pour lesquels nous avons apporté des innovations, c'était la prise en charge directe aux différentes frontières. Et ça, c'est fondamental. Toutes les entrées du pays ont été sécurisées par le système du guichet unique automobile, de sorte que lorsqu'un véhicule entre par n'importe quelle frontière, le véhicule est pris en charge documentaire,
prise en charge par les caractéristiques, par ses caractéristiques, et toutes ces caractéristiques sont communiquées à tous les services qui vont traiter le véhicule plus tard, qui sont la douane, qui sont le ministère du Commerce, qui sont le ministère des Transports. Et donc, toutes ces administrations ont accès à une base unique. Donc, la prise en charge du véhicule à la frontière. Ça, c'était l'une des innovations que nous avons apportées. L'autre innovation, il ne suffit pas d'avoir la maîtrise, il faut dédouaner le véhicule. Et pour ce faire, nous avons dû interconnecter toutes les régions pour que tout ce qui se passe à un point d'entrée soit su à tous les autres points d'entrée. Deuxième innovation que nous avons apportée, au point de vue du dédouanement, nous avons donc mis en connexion, on a appelé ça la full intégration, entre le système du guichet unique automobile, le système informatique de la douane, le système de paiement, de telle sorte que lorsque le véhicule est dédouané, les frais sont payés. Il n'y a pas autre possibilité d'y échapper. Et le paiement donc de ces frais, à travers cette full intégration, va donner ce que nous avons initié, un certificat de mise à la consommation électronique, c'est-à-dire ce qui va déclencher une immatriculation. Autrement dit, on ne peut plus immatriculer sans que le dédouanement soit fait. C'était donc une innovation majeure que nous avons apportée. L'autre innovation que nous avons apportée, c'est la sécurisation du paiement. Parce que je vous disais tantôt, il y avait les mêmes problèmes qu'en Côte d'Ivoire avec l'anarchie, etc. Donc, il fallait qu'on trouve, compte tenu de l'étendue du pays, et il fallait payer, peut-être, il y a des personnes qui sont à 1000 et quelques kilomètres de la capitale, ils ne doivent pas se déplacer jusqu'à la capitale pour pouvoir faire leurs formalités. Donc, dans le guichet unique automobile au Niger, nous avons initié ce qu'on appelle la banque partenaire, qui fait partie du système. Et c'est cette banque partenaire, à travers ses agences et ses connexions avec des paiements en ligne, en lien avec les paiements par mobile, par les mobiles, le paiement en ligne par les mobiles, eh bien, l'usager n'a plus à se déplacer, n'a plus à courir à droite et à gauche, et il payait soit à travers l'agence, soit à travers, en ligne, à travers les paiements par mobile. Et donc, la banque sécurisait ces montants pour le compte des bénéficiaires que sont la douane, que sont la Direction générale des impôts, que sont tous ceux qui collectent les timbres, les recettes des timbres, les timbres fiscaux, etc. Et même pour la fabrication des plaques, les fabricants de plaques aussi bénéficiaient de ce système de sécurisation des recettes. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient des prestations au sein du guichet, à travers une facture unique, payée à la banque partenaire, permettait de pouvoir assurer le service et permettre à ce que l'opérationnalité du traitement de dossier puisse être engagée sans aucun problème. Donc un avantage dans la transparence, notamment. Exact. C'est-à-dire que il y a la transparence dans ce fait-là, déjà dans l'organisation même des différentes procédures que nous avons mises en place. Il y a cette transparence, et cette transparence, comme vous le dites si bien, elle est matérialisée, et souvent c'est pourquoi ça fait la confiance, elle est matérialisée par un paiement unique pour tout le monde.
Ensuite, nous avons, en ce qui concerne les innovations, ce qu'on a appelé le dédouanement automatique. Le dédouanement automatique qui ouvre la voie à tout ce qui est opération qui ne permet plus à l'agent de pouvoir prendre son temps pour opérer, parce que c'était ça, en fait, qui créait des problèmes de corruption et de tracasserie administrative vis-à-vis des usagers. Et donc, le système que nous avons mis en place au Niger permettait donc de gérer ça de façon automatique. Comme je viens de vous l'indiquer, le dédouanement étant fait de façon automatique, on a un certificat de mise à la consommation qui se déclenche. Nous avons l'immatriculation qui se déclenche à travers ce certificat automatique. Ensuite, vous avez tout ce qui a comme fabrication de plaques, parce que c'est bien en dernier lieu, et édition, production du certificat d'immatriculation en finale qui est généré à partir de ces documents. Donc, ce que nous avons introduit, c'est un système impersonnel avec un automatisme dans les différentes étapes. Cela est très important et c'est une innovation majeure qui a été apportée par le guichet unique automobile du Niger. Monsieur Marouche, vous avez pris 3 ans au Niger. En République démocratique du Congo, la situation est encore plus complexe parce que nous avons 9 pays limitrophes. Nous avons des exemples de telle sorte qu'il y a des étapes par lesquelles nous n'avons plus passé pour ce qui concerne la mise en place du guichet unique automobile en RDC. On peut dire que la RDC est plus avantagée parce que vous vous servez des expériences du Niger et de la Côte d'Ivoire. Évidemment. Et c'est pour cela qu'il serait important que les autorités de la RDC puissent aller s'inspirer de l'exemple du Niger pour qu'on puisse aller très vite et plus vite. Monsieur Marouche, vous avez 2 expériences cumulées, celle de la Côte d'Ivoire, votre pays, où vous avez commencé à piloter ce projet de guichet unique, et l'expérience du Niger. Le Niger, vous avez bien dit que la situation était plus complexe. Oui, effectivement. Ce que vous dites, c'est la réalité. Il faut dire qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le guichet unique automobile a été une émanation du gouvernement. C'était le gouvernement lui-même qui a fait l'état des lieux, qui avait donc soulevé les problèmes et cherchait des solutions et avait déjà proposé une voie de solution à travers des déclarations du Conseil des ministres qui demandaient à ce que, pour faire face à ce problème, il fallait organiser l'importation, le dédouanement, l'immatriculation donc des véhicules sous la forme d'une chaîne particulière, dans un entrepôt, sous douane, pour permettre des résultats. Donc, le gouvernement avait déjà une solution. Il fallait traduire cette solution en acte. Et c'est ce que nous avons fait. Et cela, à peu près, nous avons de 1997 à novembre 1998, nous avons à peu près 1 an pour faire les études, pour faire toutes les investigations, pour pouvoir traduire cette décision-là en acte d'exécution, pour les mettre à la disposition des différents acteurs concernés par le problème. De sorte que dès novembre 1998, j'avais commencé déjà l'exploitation même du guichet unique automobile, c'est-à-dire 1 an, 12 mois après, 12 mois d'études et de réflexion. En ce qui concerne le Niger, ça a été plus compliqué parce que là, ça a suivi une procédure légale de partenariat public-privé qui était l'émanation d'un promoteur privé qui faisait donc la proposition au gouvernement. Donc, de ce point de vue, il fallait d'abord convaincre le gouvernement de l'apporter
de l'importance, de la justesse et de l'opportunité du guichet unique automobile. Il fallait, quand je parle du gouvernement, je parle des différents ministères. Donc, cela nous a pris du temps pour expliquer à tous les intervenants du ministère qui sont donc impliqués, qui seraient impliqués par le guichet. En premier chef, la douane. Ensuite, les agents du ministère, l'administration du ministère des Transports qui au Niger fait l'immatriculation. Il fallait aussi convaincre les autorités du ministère du Commerce qui font l'importation. Il fallait aussi discuter et rassurer les opérateurs privés concessionnaires des activités qui étaient relatives à l'automobile. Je veux dire les opérateurs qui faisaient donc la fabrication et la pose des plaques, les opérateurs qui faisaient la visite technique, qui ne comprenaient pas comment se fait-il qu'un autre privé va réorganiser à la place de l'État. Donc, pour la mise en place du guichet unique au Niger, effectivement, ça a pris du temps et nous avons dû passer par cette voie sur près de 3 ans pour pouvoir obtenir la signature d'une convention de délégation de services publics avec l'État du Niger qui a permis aujourd'hui, à travers cette convention, de pouvoir lever des fonds auprès des banques et réaliser le guichet unique automobile du Niger. Mais toujours est-il que ce processus-là que nous avons mis en place, in fine, à la fin, eh bien, il y a eu la satisfaction. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu la satisfaction. L'État qui ne comprenait pas, mais avec nos explications, nous les avons convaincus. Mais les résultats sont venus encore appuyer et conforter les objectifs que nous avions ensemble définis parce que nous, on était sûrs de la portée de cet outil de développement économique dans le tissu économique du pays. Donc, pour le guichet unique du Niger, on a pris 3 ans parce que non seulement il fallait convaincre les autorités, mais aussi il fallait mener des investigations sur l'ensemble du territoire pour voir les différentes opportunités, comment s'organiser pour pouvoir mettre en place les différentes infrastructures de prise en charge et de maîtrise des volumes des véhicules à leur entrée et à leur sortie. Monsieur Marouche, vous avez pris 3 ans au Niger. En République démocratique du Congo, la situation est encore plus complexe parce que nous avons 9 pays limitrophes. C'est un pays enclavé aujourd'hui, donc la situation est plus complexe que ces 2 pays que vous avez expérimentés. Alors, quelles sont les principales étapes à suivre pour la mise en place du guichet unique automobile ici en RDC, en se basant sur les réformes en République de la Côte d'Ivoire et au Niger, tout en sachant que la situation est un peu plus complexe? Vous avez plus de 3 ans. Cela n'inquiète pas? Non, je suis très confiant. Vous savez, aujourd'hui, je pense que le fait que la Côte d'Ivoire, avec les tergiversements au départ, a réussi, et c'est un exemple palpable. Le Niger a suivi, et aujourd'hui, nous avons des exemples de telle sorte qu'il y a des étapes par lesquelles nous n'avons plus passé pour ce qui concerne la mise en place du guichet unique automobile en RDC. Nous allons probablement réduire le délai, je ne sais pas, ça dépendra de la compréhension et de l'appropriation de l'État de la RDC vis-à-vis donc de ce projet. On peut dire que la RDC est plus avantagée parce que vous vous servez des expériences du Niger et de la Côte d'Ivoire, et ce qui faciliterait la mise en place de ce projet ici en République démocratique du Congo. Évidemment. Et c'est pour cela qu'il serait important que les autorités de la RDC, qui sont donc concernées par les activités du guichet unique automobile, puissent se rendre surtout au Niger, puisque nous avons eu beaucoup d'innovations au Niger pour tenir compte des
des problèmes de fonctionnement que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, puisque vous savez, en Côte d'Ivoire, c'était pratiquement comme un brouillon, hein, et nous l'avons parfait au niveau du Niger. Il faut que les autorités et les personnalités qui sont impliquées par le guichet unique automobile, ici, par la filière de l'automobile, qui pourrait être impliquée par les activités du guichet en RDC, puissent aller s'inspirer de l'exemple du Niger, pour qu'on puisse aller très vite et plus vite. Et c'est pour cela que dans les différentes étapes pour la mise en place du processus, la première des choses, il faut que l'État s'approprie lui-même le guichet unique automobile. Comme en Côte d'Ivoire, c'est l'État qui l'a initié. Il faudrait que l'État congolais s'approprie le principe et le concept. Oui, c'est la première des choses que l'État doit faire. Si l'État s'approprie le concept, qu'il est prêt à aller dans ce sens, nous, les différents experts qui ont participé à la mise en place du guichet unique automobile, tant en Côte d'Ivoire qu'au Niger, sont prêts à accompagner l'État de la RDC dans ce projet-là. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, deuxième des choses que l'État de la RDC doit faire, c'est que nous rentrons dans ce cadre-là dans une réforme fondamentale. C'est une réforme. Donc, il y a des textes réglementaires à prendre. Et nous avons, au niveau de l'équipe qui fait la mise en place du guichet unique automobile, des experts qui pourront accompagner, assister les experts congolais pour justement la conception et l'élaboration de ces textes que l'on va mettre en place pour le fonctionnement du futur guichet unique automobile. Ça, ce sont des étapes qui sont nécessaires et qui vont permettre d'aller très vite, eu égard à l'expérience vécue en Côte d'Ivoire et au Niger. Ensuite, je pense que l'État du Niger, je m'excuse, l'État de la RDC, l'État congolais, doit constituer, mettre en place un comité de suivi pour s'enquérir de fonctionnement et de l'évolution de la mise en place de cet outil, parce que le guichet unique automobile n'a pas d'habit intrinsèque, il n'a pas d'habit propre. Le guichet unique automobile se sert des textes réglementaires de l'État pour se donner, pour constituer son entité. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Le guichet unique automobile ne vient pas avec ses textes, n'initie pas lui-même les textes, mais se sert du cadre réglementaire local pour se constituer lui-même son habit. Donc, il est important qu'il y ait un comité de veille qui puisse permettre, pour tenir compte de l'évolution, de la dynamique de l'évolution sociale, économique et politique, pour que le guichet unique automobile s'adapte, se mette à jour. Aujourd'hui, c'est parmi tout ce que nous avons comme NTIC, toute chose, il faut faire la mise à jour. Et il ne faut pas oublier que le guichet unique automobile, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais c'est fondamentalement la traduction en informatique d'un certain nombre de procédures administratives, de procédures techniques. Donc, il y a nécessairement le numérique, il y a nécessairement l'électronique. Donc, il y a une modernisation constante qui va être faite. Et donc, s'il n'y a pas de suivi, on peut avoir un guichet unique qui peut être obsolète parce que les éléments constitutifs eux-mêmes, les tests peuvent être désuets et le matériel informatique, les dispositions techniques et technologiques peuvent être dépassées. Je crois que la RDC, dans ces différentes démarches que je viens de donner, doit aussi sensibiliser
tous les acteurs qui sont impliqués. C'est important. Il doit y avoir des campagnes de sensibilisation pour que tous les acteurs qui sont concernés, les importateurs, les transitaires, les agents qui font l'immatriculation, les agents qui vendent, qui délivrent les vignettes, si on délivre des vignettes ici, les agents des douanes surtout, pour qu'ils comprennent la nécessité d'aller à la modernisation avec de nouveaux outils, de nouvelles habitudes. Et ça, il y a une grande sensibilisation, une campagne de sensibilisation qui devait être menée. Et je crois que pour la mise en place de ce guichet unique automobile ici au Congo, il y a toutes les voies qui sont déjà tracées, parce que le pays même est doté déjà d'une loi sur le partenariat public-privé qui le prévoit, qui dit que des promoteurs peuvent faire des offres spontanées pour des activités qui n'ont pas besoin d'être mises en concurrence parce que la personne dispose, qui fait donc la promotion, dispose elle-même d'une technologie qui lui est spéciale et dans des conditions peut-être d'urgence, donc peut mettre tout ça là en place. Je pense qu'il y a des dispositions de la loi sur le PPP ici au Congo qui permettent aujourd'hui de faire la mise en place de guichets uniques automobiles. Monsieur Marus, ça fait presque plus d'une semaine que vous êtes ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Après les différentes rencontres et échanges avec les responsables ici au Congo, pensez-vous qu'il est opportun d'importer ce projet ici en RDC? Pensez-vous que la République démocratique du Congo est-elle prête à amorcer ce projet? Oui, je suis très confiant. Alors, quels sont les indicateurs? Oui, c'est ça que j'en viens. Je suis très confiant, je suis heureux. Souvent, nous avons passé une semaine ici avec notre partenaire. Nous avons eu plusieurs rencontres. Nous avons eu à échanger avec plusieurs acteurs qui sont impliqués par la filière automobile. Et les problèmes qui sont soulevés, les difficultés qu'ils rencontrent, les défis auxquels ils sont confrontés, tout ceci n'a qu'une seule solution, le guichet unique automobile. Je pense qu'il y avait, comme sans doute, la plupart des pays l'ont fait. Souvent, on a l'impression que pour régler le problème de la circulation automobile, il fallait passer par la plaque d'immatriculation. Mais la plaque, c'est la fin. En Côte d'Ivoire, en 1992, on pensait résoudre le problème en faisant la réimmatriculation. Mais la réimmatriculation n'a pas apporté la solution. N'a pas marché. N'a pas marché. Il a fallu qu'en 1997, l'État décide de la mise en place du guichet unique automobile qui a été mis en exploitation opérationnelle à partir de 1998. Même problème au niveau donc du Niger. En 2013 déjà, le Niger voulait donc faire la réforme à partir de la réimmatriculation avec de nouvelles plaques. Mais ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas faire la réforme seulement à partir des plaques, mais il fallait faire une réforme profonde. Et il n'y a que le guichet unique automobile qui a apporté cette réponse. Et aujourd'hui, l'État du Niger est satisfait. Et je crois qu'en RDC, c'est exactement le même problème. Ce n'est pas le fait de rénover ou bien refaire une réforme à partir des plaques qui va résoudre les problèmes de dédouanement, les problèmes d'immatriculation, des problèmes de circulation, les problèmes de fraude sur les actes automobiles. Mais c'est plutôt une réforme profonde. Et les échanges que nous avons eus avec les différentes autorités que nous avons rencontrées jusqu'à aujourd'hui même, eh bien, nous rassurent. Et elles sont prêtes à pouvoir accompagner ce projet pour pouvoir résoudre les différents problèmes qui sont urgents auxquels ils sont confrontés. Monsieur Marus, la RDC a une capacité démographique de plus de 80 millions d'habitants, dont
plus de 70%, si je ne me trompe pas, de la population est jeune. On se pose la question sur les opportunités d'emploi. Quelles sont les opportunités de l'emploi que la RDC peut tirer derrière ce projet du guichet unique automobile moderne, tout en sachant que la majorité de jeunes qui manipulent les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Oui, effectivement, nous n'avons pas parlé de ces retombées, mais il faut dire que c'est un projet innovateur, c'est un projet qui va susciter l'emploi de jeunes. Pourquoi l'emploi de jeunes? Je dis bien jeunes. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser les nouvelles technologies de l'information. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, vous savez que c'est des jeunes qui sont beaucoup formés. Et en termes d'emploi direct, parce que la plupart, il faut dire que plus de 80% du personnel doit avoir une connaissance en informatique ou en technologie d'information ou en électronique. Hein? Sinon peut-être 5 ou 10% seulement de l'administration. Sinon le reste, hein, ce sont des techniciens des nouvelles technologies de l'information, de l'électronique, etc. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la mise en place de ce guichet sera un creuset, un incubateur d'emploi. Au niveau d'Abidjan, nous avons créé près de 500 emplois directs. Pour un tout premier temps. Oui, plus de 1000 emplois indirects. Au Niger, au début, nous avons eu 300 emplois directs. Mais des emplois indirects, on avait plus de 1000, et aujourd'hui, ça continue. Et ici, avec la population que je vois, avec le parc automobile qui est peut-être le double, le triple de celui d'Abidjan, attendez, je pense que ici, vous avez 26 régions où nous devons nous installer avec les différentes frontières en emploi direct. Je pense que nous pouvons même aller jusqu'à 800 emplois directs, sans compter les emplois indirects induits, qui sont, j'allais dire, des milliers. Je peux même pas, on ne peut même pas aujourd'hui le dénombrer, des milliers. Et ça, c'est le côté positif, parce que tous ceux qui sont aujourd'hui des intermédiaires, qui font des emplois informels, hein, qui sont à la source des fraudes, hein, et puis font des intermédiaires, parfois des actions véreuses. Donc ces personnes-là, aujourd'hui, quand nous allons mettre en place le guichet unique automobile, avec une réorganisation et avec un assainissement, nous aurons besoin de beaucoup d'assistance des utilisateurs en informatique, en technologie. Et donc, nécessairement, ces jeunes qui sont formés à ces métiers-là, ils trouveront donc cette opportunité d'avoir un emploi qui soit solvable et qui va leur permettre de vivre, je crois. Monsieur Ndri Kwaku Marius, nous vous remercions de bien vouloir accepter à répondre à nos préoccupations. Je rappelle que vous êtes ingénieur de pont et chaussée. Vous avez un diplôme d'études approfondies en génie mécanique appliqué à la construction à l'École nationale de pont et chaussée à Paris. 43 ans d'expérience, dont 21 ans à la fonction publique et 22 ans dans le secteur privé. Expert consultant international, expert en pilotage des projets, expert en réglementation des transports. Vous êtes concepteur de ce fameux projet du guichet unique automobile, expert en plateforme logistique et système organisationnel, pour ne citer que cela. En tout cas, encore une fois de plus, nous vous remercions de bien vouloir répondre à nos questions. Merci. Merci, monsieur.